Et aujourd'hui, on est en 2026, on n'a toujours pas eu d'indemnisation de soignants. Il n'y a qu'un pas pour passer pour des génies. Donc évidemment, ce pas, on va bien le franchir et on va faire notre maximum parce qu'on le doit aux 480 soignants qui nous ont fait confiance aujourd'hui. On doit aller faire condamner la France. Bonjour Maître David Guillon. Bonjour. On se retrouve encore pour cette 3e édition des Rencontres citoyennes internationales. Pourquoi revenir une nouvelle fois? Pourquoi c'est important pour vous de faire le déplacement? Alors revenir à Vierzon, c'est déjà pour moi un retour aux sources puisque j'ai eu le plaisir de grandir ici et puis parce que c'est cohérent avec ce qu'on fait depuis 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux sujets principaux dont on va parler, c'est victimes d'effets secondaires et soignants suspendus. Et c'est là-dedans que je me suis retrouvé bon gré mal gré, puisque comme tout le monde en 2020, j'avais une super vie qui se passait très bien. J'avais pas forcément envie ou besoin d'aller combattre des injustices de plus. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'était plus fort que moi. Il fallait que je bouge. J'avais plein de confrères qui m'avaient dit David, tu es avocat en droit public. Si un jour tu espères toucher un marché public, tais-toi. Et c'était plus fort que moi. Il fallait absolument que ça sorte de moi et que je puisse combattre des injustices comme celle-ci. Le confinement, les mesures d'auto-attestation, les soignants suspendus, le pass sanitaire. Enfin, il y avait un moment donné où je ne comprenais plus chacune des mesures et où, pire que ça, j'avais le sentiment que chaque mesure était une humiliation de plus. Et la chance que j'avais, c'était qu'en tant qu'avocat, j'avais la possibilité de pouvoir agir. Donc quand on a la possibilité d'agir, on a le devoir d'agir. Alors on vous s'est effectivement très investi, notamment aux côtés des personnels suspendus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en conférence, nos libertés fondamentales ont été piétinées. Quel bilan vous dressez 6 ans après? 6 ans après, ce qu'on constate, c'est que rien n'a finalement avancé, dans le sens où toutes les décisions favorables que nous avions déjà obtenues, j'en donne une par exemple, celle des soignants en arrêt maladie, ont été réitérées. Il n'y a pas eu d'évolution supplémentaire. Et aujourd'hui, on est en 2026, on n'a toujours pas eu d'indemnisation de soignants. En dehors, évidemment, des soignants suspendus pendant des arrêts maladie. J'ai eu quelques décisions quand même très intéressantes, mais ce n'est pas une évolution majeure. Ce qu'on a envie, c'est une indemnisation totale et intégrale de tous les soignants qui ont été suspendus. On ne connaît pas les chiffres officiels, on sait qu'ils sont environ 15 000. À la moindre des choses, ce serait de commencer déjà par une indemnisation de ceux qui ont saisi la justice et une indemnisation spontanée pour tous ceux qui ont été spoliés durant cette crise sanitaire qui a duré 20 mois, 15 septembre 2021, 15 mai 2023. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous vous occupez de plus de 400 dossiers, de 400 personnes. Oui. Aujourd'hui, et vous allez nous le dire, est-ce que ces 400 dossiers ont été portés devant la Cour européenne des droits de l'homme ou pas? Parce que c'est ce que vous avez dit lors de votre conférence. Donc depuis 2023, c'est ça, vous avez fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'en France, vous n'avez pas eu gain de cause finalement. Est-ce que ça concerne Non, effectivement, une question très intéressante. On a aujourd'hui dans mon cabinet 480 soignants répartis partout en France et dans le monde, puisqu'on intervient également dans les DOM-TOM, et on a saisi tous les tribunaux administratifs, il y en a 42. Donc on a quand même eu le plaisir, la joie et l'honneur d'en saisir autant, ce qui va nous permettre d'avoir autant de décisions potentiellement discordantes, divergentes, et c'est ça qui va faire naître la jurisprudence. Malheureusement pour nous, on en est au tout début. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour l'instant, on est devant les tribunaux administratifs. Et pour 95% d'entre eux, je n'ai pas eu de décision. Quelques-uns, j'ai eu des décisions éparses qui ont été dérogées et pour lesquelles on a saisi les cours administratifs d'appel. Donc on est monté d'un cran supplémentaire. Mais la jurisprudence avec un grand J, c'est quoi? C'est la position du Conseil d'État. La position du Conseil d'État, c'est de savoir si la loi du 5 août 2021 est conforme. Est-ce qu'on pouvait légalement suspendre des soignants qui ont respecté la loi du 5 août. Je rappelle, ils ont respecté la loi, mais ils ont été suspendus. Respecter la loi, on le rappelle, c'est soit certificat de vaccination, contre-indication, rétablissement. Ou alors, respecter la loi, c'est aussi être suspendu. Dans les deux cas, vous êtes en conformité, il n'y a pas d'infraction pénale, il n'y a pas de poursuite disciplinaire. C'est extrêmement important de le rappeler, parce que dans le langage courant, on explique que quand vous êtes suspendu, c'est que vous étiez dans l'illégalité. Pas du tout. C'est pas une sanction. Et d'ailleurs, on a énormément de jurisprudence qui vous disent que parce que ce ne sont pas des sanctions,
Il n'y a pas de garantie procédurale, il n'y a pas de procédure dans laquelle vous allez avoir la possibilité de vous défendre et d'être rémunéré pendant la période de sanction. Donc vous voyez, c'est quand même un régime juridique qui est complètement différent. Avec Pierrick Thévenon, c'est très différent. Il est devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que justement, on a profité d'une faille. En 2022, on a eu les feux de forêt qui se sont déclenchés, notamment dans les forêts de Landes. Et on a demandé au Premier ministre de réintégrer M. Thévenon pour qu'il puisse aller combattre les feux de forêt. On est parti du postulat que, évidemment, si le Covid était présent, il n'allait pas contaminer les bûches, les feux de forêt, et évidemment, il ne représentait pas de risque pour la santé publique. C'est ça qu'on avait demandé. Et on avait profité du fait qu'on faisait rapatrier des pompiers étrangers en France qui, eux, n'étaient pas soumis à la même législation, si bien qu'on se retrouvait avec des pompiers français nationaux qui étaient soumis à l'obligation vaccinale, et de l'autre côté, des pompiers étrangers qui, eux, ne l'étaient pas et qui pouvaient quand même combattre les feux de forêt. Le Premier ministre n'a pas répondu, donc ça veut dire rejet. On a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous dit allez voir ailleurs si nous y sommes. Et évidemment, ça nous a offert une magnifique opportunité pour aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est comme ça qu'on a profité de cette occasion pour aller saisir aussi rapidement la Cour européenne des droits de l'homme qui a décidé que notre recours était effectivement recevable et qu'il était nécessaire qu'on puisse avoir un vrai débat. Si bien qu'aujourd'hui, en 2025, j'ai eu la possibilité d'apporter des éléments complémentaires. Le gouvernement a eu aussi la possibilité de contester et d'expliquer à quel point tout ce qu'il avait fait était magnifiquement bien. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc j'espère vraiment qu'en 2026, ce sera l'année de la plaidoirie devant la Cour européenne des droits de l'homme et de la possibilité de faire condamner l'État français, sachant que, comme je l'ai indiqué, la position officielle, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui est très largement favorable aux soignants suspendus. Alors justement, vous parlez de 2026. Est-ce que vous avez bon espoir de pouvoir avoir une plaidoirie devant la Cour européenne des droits de l'homme ou pas ? Alors je l'espère. Maintenant, évidemment, ce n'est pas moi qui maîtrise le calendrier de la juridiction. Donc, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, on sera convoqué dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a débattu de tout ce qu'on avait à débattre. Moi, j'ai pas d'éléments supplémentaires à apporter. Le gouvernement a pu s'exprimer. D'autres gouvernements ont également pu verser des dires dans la procédure et indiquer ce qu'ils entendaient être bien pour la vaccination obligatoire. Donc, aujourd'hui, tout le monde a pu s'exprimer. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous appeler à une audience, qu'on puisse plaider et défendre les soignants suspendus. Comment ça se passe justement, une plaidoirie au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ? Est-ce que les magistrats qui sont représentés sont neutres ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport justement à la juridiction française ? Alors, on aura 7 magistrats. Un magistrat qui représente l'État qui potentiellement pourrait être condamné. Donc on aura un magistrat français. Aujourd'hui, c'est Mathias Guillomard, qui est un ancien maître des requêtes au Conseil d'État, qui sera chargé de représenter la France. Et ensuite, on a 6 autres magistrats qui sont d'autres États, qui représentent d'autres États membres. Et vous le savez, durant la crise sanitaire, tous les États de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un peu plus large, on prend notamment la Turquie, ont géré complètement différemment la gestion de la crise sanitaire. Donc, pour moi, on aura au moins 6 magistrats qui ont une vision complètement différente de la gestion d'une crise sanitaire. Ces magistrats doivent évidemment être indépendants et impartiaux. Ils ne représentent pas l'État. Ils sont là pour dire si oui ou non les libertés fondamentales consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'unique texte sur lequel la juridiction se base, ont été respectées ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, on va demander à la Cour d'appliquer sa jurisprudence, d'appliquer le respect des libertés fixées dans ce texte, et j'espère bien qu'on obtiendra la condamnation. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. J'ai jamais plaidé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est génial. Donc, ce sera votre première expérience et qui sait, peut-être avec une bonne nouvelle à la clé. Je l'espère. En tout cas, ça sera un honneur de représenter M. Thévenon devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et évidemment, je vais faire mon maximum pour qu'on puisse obtenir la condamnation. On m'a demandé tout à l'heure si j'y croyais à cette condamnation. Oui, j'y crois, parce que sinon, je n'y serai pas devant cette Cour. Je ne perdrai pas mon temps, ni mon énergie, ni risquer ma réputation, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, on nous prend un petit peu pour des fous, des idiots. Il n'y a qu'un pas pour passer pour des génies. Donc, évidemment, ce pas, on va bien le franchir. Et on va faire notre maximum parce qu'on le doit aux 480 soignants qui nous ont fait confiance aujourd'hui. On doit aller faire condamner la France.
Alors justement, si la France est condamnée, qu'est-ce que ça signifiera pour le reste de tous ces personnes suspendues, de tous ces personnels suspendus? Alors ça aura plusieurs conséquences. Déjà, tout d'abord, la loi du 5 août 2021, qui existe toujours, devra être abrogée. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas se baser sur cette loi pour pouvoir rétablir un jour ou l'autre des obligations vaccinales assorties de suspensions sans rémunération. Première chose. Deuxième chose, pour de futures obligations vaccinales, on ne pourra pas utiliser le mécanisme de la loi du 5 août. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas contraindre, sous peine de suspension sans rémunération, des agents à se faire vacciner. Donc ça, c'est quand même essentiel parce que, je le rappelle, on a la vaccination contre la grippe qui arrive, qui est dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2026, qui a été voté et qui, pour l'instant, n'a pas encore été promulgué puisque les majorités ne se sont pas mises d'accord. La troisième chose, c'est que ça permettra d'ouvrir une indemnisation pour tous les soignants qui ont subi les conséquences de la loi du 5 août. Pourquoi ? C'est assez simple. Si la loi est considérée comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une faute. Si c'est une faute et qu'elle vous a causé un préjudice, et qu'il y a donc un lien de causalité entre les deux, vous avez droit à une indemnisation. Attention, ne peuvent être indemnisés que ceux qui demandent au juge national de l'être, donc ceux qui ont saisi le tribunal administratif, et, dernier point, ceux qui ne sont pas prescrits, puisque notre confrère Maître Bessil l'a dit tout à l'heure, il y a une prescription au 31 décembre 2025, les sommes qui n'ont pas été perçues en 2021 sont devenues prescrites. Petite subtilité, pour que la prescription tombe, il faut que la partie adverse l'invoque. L'État n'a pas toujours d'avocat et donc n'invoque pas toujours et systématiquement cette prescription. Ce qui permettrait quand même, avec évidemment un peu de chance, de ne pas forcément subir les effets de la prescription pour les sommes de 2021. Mais quoi qu'il en soit, quand on est soignant et qu'on a été suspendu entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023, les 300-400 préjudices, c'est quand même après 2021. Alors là, on parle de la France qui pourrait être condamnée, donc l'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en tant que président de la République, peut être condamné également? Et si je vous pose la question, c'est tout simplement parce que l'association Réaction 19, via son avocat, Maître Carlo Broussa, vient de porter plainte contre Emmanuel Macron, donc président de la République, pour avoir délibérément discriminé les Français, notamment via ses propos contre les non-vaccinés. D'accord. Est-ce que vous savez devant quelle juridiction il l'a fait ou... Alors, il me semble que c'est à Paris, puisque j'ai vu que Maître Enoki a pu s'exprimer au micro de Mike Borowski de GPTV et que Maître Enoki a dit que Emmanuel Macron ne pourra pas être condamné parce qu'il bénéficie effectivement de l'immunité du président de la République. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Donc effectivement, le président de la République est irresponsable pénalement et politiquement. Articles 67 et 68 de la Constitution. Petite exception, il est prévu par l'article 68 de la Constitution une sorte de procédure d'impeachment, qui est une sorte de procédure de destitution lorsqu'on a notamment des actes manifestement incompatibles avec l'exercice des fonctions. Sauf qu'on n'a jamais défini ce qu'était un acte manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions et que la juridiction est en réalité une juridiction majoritairement composée d'hommes politiques. En d'autres termes, avant qu'il se passe quoi que ce soit pour Emmanuel Macron, il va se passer énormément de temps. Donc la démarche n'en demeure pas moins intéressante parce que clairement on a envie de demander des comptes aux hommes politiques qui ont décidé de comment nos vies et nos corps allaient nous appartenir. Ça, c'est évidemment quelque chose qui va dans le bon sens. Malheureusement aujourd'hui, la Constitution et les juridictions nationales ne nous permettront pas d'atteindre ce résultat. Il y a une petite exception qui est la Cour pénale internationale qui dans des cas vraiment très particuliers, peuvent permettre, dans des cas très exceptionnels, de condamner un chef d'État. Mais c'est extrêmement exceptionnel et évidemment, je laisserai les spécialistes de la question se pencher sur le sujet. Et encore, il faudrait que ces décisions soient prises en compte aussi, parce qu'on a eu le cas. Mais là, je ne vais pas déborder sur de la géopolitique concernant Benyamin Netanyahou, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et pourtant, celui-ci n'est pas appliqué. Pas inquiété, voilà. tout à fait. Donc, vous avez parfaitement résumé la situation. Ouais. Un dernier mot, parce que vous l'avez annoncé, vous l'avez énoncé lors de votre conférence, justement par rapport à la vaccination obligatoire. Vous êtes revenu sur les dires de la Cour européenne des droits de l'homme.
qui dit que la vaccination obligatoire, finalement, est libre à chaque pays et qu'elle peut effectivement devenir un acte politique, une décision politique. C'est ce qui s'est finalement passé en France. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas les dires, c'est vraiment la décision, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, quand on la reprend, elle explique bien que chaque État décide des vaccinations qui vont s'appliquer sur sa population. Et elle peut décider s'il s'agit de vaccinations facultatives ou obligatoires. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que c'est un choix politique. Et vous le savez, si on veut éviter un gouvernement des juges, c'est-à-dire que ce soit des juges qui ne sont pas directement élus, qui décident finalement des grandes décisions de la vie en société, eh bien, on ne peut pas remettre entre ses mains d'un juge ce choix. C'est pourquoi c'est forcément un choix politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de légitimité. La Cour européenne des droits de l'homme, le sait aussi, c'est une juridiction internationale. Elle n'existe que parce que les États veulent qu'elle existe. D'accord ? Si demain, la France décide de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une des choses qui est proposée par Florent Philippot, elle pourrait tout à fait le faire. D'accord ? Donc c'est une juridiction qui a conscience que son existence et sa mission ne tiennent qu'à un fil. Donc elle ne veut surtout pas rentrer dans des débats politiques. Et elle estime que, à ce titre, la vaccination obligatoire devient finalement un débat juridique à partir du moment où elle ne respecte pas certaines conditions. Les 5 conditions que j'avais citées très rapidement, une vaccination connue et reconnue, des effets secondaires très faibles et beaucoup d'avantages, des vaccinations mortelles, des vaccinations qui n'entraînent pas une contrainte physique, et enfin, si vous refusez la vaccination, il ne faut pas qu'il y ait de conséquences disproportionnées. Voilà les 5 conditions cumulatives posées par la Cour européenne des droits de l'homme. S'il en manque une ou si aucune d'entre elles n'est respectée, ce qui semble quand même être le cas avec la loi du 5 août 2021, dans ce cas-là, la condamnation tombe. Ce qui, évidemment, vous l'aurez compris, laisse quand même une très large marge de manœuvre pour les États. Avant d'arriver à remplir toutes les conditions, comme l'a fait la France avec la loi du 5 août 2021, il faut vraiment y aller. Donc là, on voit bien qu'il y avait une vraie volonté politique de faire n'importe quoi. Dernière question, Maître Guillon, avant de vous laisser. On est bien d'accord qu'actuellement, cette loi existe toujours, et si demain, une nouvelle pandémie venait à venir, le gouvernement français pourrait à nouveau décréter à la fois le pass vaccinal, le pass sanitaire et cette obligation forcément vaccinale. Tout à fait, il pourrait le rétablir par un simple décret. Donc il n'y a pas besoin de débat devant l'Assemblée nationale, un simple décret sur des critères, que je le rappelle, qui sont subjectifs et évolutif. C'est tout l'enjeu de la crise sanitaire, c'est comme ça n'a jamais été défini. Les critères ont sans cesse évolué. Rappelez-vous, mars 2020, les taux d'occupation des lits. Puis après, on est passé sur le taux de contamination, sur les clusters, sur ensuite les faux positifs, etc., etc. Bref, ça a toujours varié en fonction des besoins du gouvernement. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que vous laissez entre les mains d'un gouvernement des outils juridiques extrêmement coercitifs, reposant sur des arguments extrêmement subjectifs. Merci beaucoup, Maître Guillon. Et puis, on plaisir. sera très attentif à la suite de cette affaire que vous allez plaider devant la Cour européenne des droits de l'homme pour Pierrick Thévenon. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.